Salut à tous. Lors de la troisième journée du procès de Sean Diddy Combs, un vif débat avait éclaté entre l'accusation et la défense concernant une série de messages SMS échangés entre Combs et Cassie Ventura. La défense envisageait de soumettre ces messages comme preuve au moment du contre-interrogatoire de Ventura, prévu plus tard dans la journée. La procureure Maureen Comey avait reproché à la défense de ne pas avoir communiqué suffisamment tôt au gouvernement l'existence de ces pièces à conviction. Selon elle, ces preuves auraient dû être partagées bien avant le début de l'audience. Les avocats de Combs, de leur côté, avaient affirmé qu'ils avaient rassemblé ces éléments progressivement, en réponse aux témoignages directs de Cassie Ventura, au fur et à mesure de son avancement. Le juge Arun Subramanian n'avait pas encore rendu sa décision, et le jury n'était pas encore entré dans la salle d'audience. Par la suite, le juge Subramanian avait déclaré que la défense devait remettre au gouvernement toutes les preuves qu'elle comptait utiliser lors du contre-interrogatoire de Cassie Ventura avant que celui-ci ne commence. Il avait également souligné que les procureurs auraient dû soulever cette question plus tôt. L'entrée du jury dans la salle était alors imminente. Cassie Ventura, ancienne compagne de Sean Diddy Combs et l'une de ses accusatrices, avait repris sa place à la barre pour le deuxième jour de son témoignage. Jusqu'à présent, elle avait témoigné pendant un peu plus de 4 heures et demie. L'accusation avait déclaré mardi devant le tribunal qu'elle prévoyait de conclure l'interrogatoire direct dans la journée, mais qu'il lui faudrait au moins la moitié de la journée pour le faire. Le jury venait tout juste d'entrer dans la salle d'audience. La procureure Emily Johnson poursuivait son interrogatoire de Cassie Ventura ce matin-là. Elle avait remis à Ventura une clé USB contenant des photos ainsi que des messages extraits de ses appareils électroniques. Ventura avait confirmé avoir examiné le contenu de cette clé. Emily Johnson procédait alors à la soumission d'une série de pièces à conviction devant la cour. Johnson était également revenue sur un point du témoignage de Ventura de la veille. Elle avait interrogé Ventura à propos d'un incident au cours duquel cette dernière s'était souvenue d'un moment où Sean Combs, accompagné de son personnel de sécurité, avait rapidement quitté les lieux après avoir appris que son rival, Marion Suge Knight, se trouvait à proximité. La procureure avait alors demandé à Ventura de préciser ce que Combs et ses hommes avaient emporté avec eux. Ils se sont habillés et ont rapidement emballé les armes qui se trouvaient dans le coffre. Ils les ont mises sur eux, avait expliqué Ventura. Ventura avait raconté que cet épisode s'était déroulé alors qu'elle et Combs étaient en train d'effectuer une sortie étrange dans l'une de ses maisons à Los Angeles. Un des agents de sécurité de Combs était entré dans la pièce pour signaler que Suge Knight se trouvait dans un restaurant voisin. Les procureurs avaient de nouveau présenté au jury les images de vidéosurveillance datant de 2016, tournées dans un hôtel. La procureure Emily Johnson guidait Cassie Ventura à travers plusieurs séquences de cette vidéo, qui montraient notamment le moment où Sean Diddy Combs l'avait entraîné hors du hall des ascenseurs. Un extrait diffusé montrait Combs pénétrant dans le hall et se dirigeant vers Ventura. Tous deux sortaient ensuite du champ de la caméra avant que Combs ne réapparaisse, s'éloignant seul. Ventura avait précisé qu'au moment où Combs s'était éloigné, elle avait remarqué qu'il tenait son téléphone à la main. Elle avait alors déclaré « Il a pris toutes mes affaires ». La procureure Johnson avait ensuite interrogé Ventura à propos de l'incident survenu à l'hôtel Intercontinental en 2016, en lien avec une déclaration faite la veille. Ventura avait expliqué qu'elle n'avait pas riposté à ce moment-là contre son ex-compagnon, Sean Combs. Au cours de leur relation, elle avait tenté parfois de se défendre lorsqu'il la frappait, surtout au début, selon ses dires. Elle avait confié qu'avec le temps, elle avait compris que se défendre pouvait aggraver la situation. J'ai appris que cela pouvait empirer les choses et les rendre encore plus dures pour moi, avait-elle expliqué. Ventura avait ajouté que, lorsqu'elle essayait de riposter, Combs devenait plus violent, plus fort, et cela lui donnait envie de me repousser encore plus brutalement dans cette situation. Ce mardi-là, Cassie Ventura, considérée comme un témoin clé dans l'affaire impliquant Sean Diddy Combs, était entrée au tribunal avec un ventre arrondi, signe visible de sa grossesse. Avant même le début de son témoignage, l'équipe de défense de Combs avait tenté de faire en sorte que Ventura soit déjà installé à la barre des témoins avant que le jury ne fasse son entrée dans la salle. L'un des avocats de Combs, Mark Anifilo, avait formulé cette requête dès le lundi précédent, demandant que la plaignante soit placée dans le box au moment de l'entrée du jury, en invoquant l'état physique de Ventura. Celle-ci attendait alors son 3e enfant avec son mari, Alex Finn. Cependant, le juge Arun Subramanian
avait rejeté cette demande. Dans tout procès, l'image qu'un témoin projette peut influencer, de manière positive ou négative, la perception du jury. Dans ce cas précis, une source proche de Combs avait déclaré à CNN qu'Agnifilo avait fait cette demande précisément pour éviter que Ventura ne soit exhibé devant les jurés. Un représentant de Combs avait refusé de commenter cette tentative. De son côté, l'avocat de Ventura, Douglas Wigdor, avait répondu aux journalistes, devant le tribunal mardi soir, à propos de cette demande. Il avait affirmé que sa cliente avait marché devant le jury comme tout autre témoin appelé à témoigner. Le jury la jugera sur la base de ce qu'elle dira à la barre, et non sur son apparence, du moins on l'espère, avait ajouté Wigdor. Le lendemain, mercredi, Cassie Ventura était revenu à la barre pour poursuivre son témoignage. Après l'altercation survenue dans un hôtel en 2016, c'est grâce à l'intervention de l'agent de sécurité Israël Flores que Cassie Ventura avait pu récupérer ses affaires et quitter les lieux. Elle avait alors pris un Uber pour rentrer chez elle, dans son appartement, comme elle l'avait précisé devant la cour. À la barre des témoins, Ventura avait lu une série de messages textes que Sean Diddy Combs lui avait envoyés peu après l'incident. Ces messages disaient notamment « Appelle-moi. Yo, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai 6 enfants. S'il vous plaît, appelle-moi. Yo, s'il te plaît, appelle-moi. Je suis encerclé. Appelle-moi. Pour aider mes enfants. » Ventura avait raconté qu'elle avait fini par lui répondre « Mets le peignoir ». Elle avait expliqué avoir envoyé ce message parce que Combs courait partout avec une serviette, alors qu'elle l'observait depuis la fenêtre. Il lui avait ensuite envoyé de nouveaux messages, répétant « Appelle-moi » et « Appelle maintenant ». Ventura avait précisé qu'elle lui avait alors répondu qu'elle avait parlé avec la sécurité et que l'escorte était partie. Elle lui avait écrit « Tant que vous ne dérangez pas les invités, ils vous laisseront tranquille. » Elle avait également envoyé un message à Combs pour lui dire qu'il lui avait causé un œil au beurre noir et une grosse lèvre. La procureure Emily Johnson avait ensuite montré au jury 2 selfies pris par Ventura, selon ses déclarations, pendant le trajet en Uber de retour après l'altercation. Ventura avait affirmé qu'elle portait des lunettes de soleil, car elle avait un œil au beurre noir et une lèvre gonflée. Combs lui avait alors envoyé un nouveau message, dans lequel il affirmait que la police était sur place et qu'il allait être arrêté. « Appelle-moi, la police est là, tu vas m'abandonner tout seul », avait-il écrit. Ventura lui avait répondu qu'elle s'apprêtait à participer à une première pour ce qu'elle considérait comme le plus grand projet de sa vie jusqu'alors. Elle lui avait écrit « J'ai un œil au beurre noir et une lèvre épaisse. Tu es malade de penser que c'est normal de faire ce que tu as fait. S'il te plaît, reste loin de moi. » Elle avait ensuite expliqué qu'une amie était présente chez elle lorsqu'elle était rentrée de l'hôtel ce jour-là. Cette amie, selon Ventura, était très bouleversée. Elle avait déjà été témoin d'échymoses similaires sur elle. Des yeux au beurre noir, des lèvres éclatées. L'amie avait donc appelé la police. Ventura avait raconté qu'elle avait répondu à quelques questions des policiers. Mais lorsqu'il lui avait demandé d'identifier l'auteur des violences, elle avait refusé. « Alors ils sont partis », avait-elle déclaré. À la question de la procureure sur les raisons de son silence à l'époque, Ventura avait répondu « À ce moment-là, je ne voulais pas lui faire de mal. C'était trop dur », ajoutant qu'elle n'était pas prête. Plus tard ce jour-là, Ventura avait témoigné que Sean Combs avait essayé de pénétrer chez elle. Elle avait entendu, selon ses mots, frapper, donner des coups de pied, crier, à sa porte. L'un de ses assistants l'avait également contacté pour l'informer que Combs essayait d'entrer dans son appartement. Pour Ventura, ce comportement, tenter de forcer l'entrée, faire du bruit devant sa porte, était, selon elle, assez normal, de la part de Combs. Le jury avait observé une photo de Cassie Ventura prise chez Sean Diddy Combs, peu après qu'elle s'y était rendue pour faire un essayage en vue d'un film. Elle portait une robe élégante et de grandes lunettes servaient à dissimuler un œil au beurre noir. Elle avait ajouté qu'au moment de la première du film, ses blessures étaient encore visibles. « J'avais des bleus sur le corps que le maquillage ne parvenait pas à complètement couvrir. J'avais pas mal de maquillage sur le visage », avait-elle précisé. Le jury avait aussi vu une photo prise lors de l'avant-première, où l'on voyait Ventura, aux côtés de Combs. Malgré les efforts pour dissimuler les marques,
certaines blessures restaient perceptibles sur son corps. Lors de son témoignage, Ventura avait également affirmé que c'était elle qui s'occupait d'engager les escortes pour les événements que Combs appelait les freak-offs, organisés dans différentes villes au fil des années. Elle avait montré au tribunal un classeur contenant plus d'une douzaine de photos de ses ex. Selon elle, c'était son rôle d'entrer en contact avec elle et de tout organiser. C'était mon travail, avait-elle déclaré. Elle avait aussi précisé que lorsqu'elle payait ses femmes, elle utilisait l'argent de Combs. L'accusation avait diffusé à plusieurs reprises la vidéo de surveillance de l'hôtel datant de 2016 pendant le témoignage de Cassie Ventura, dans le but de renforcer sa crédibilité. Ellie Honig, analyste juridique principal chez CNN, avait expliqué que cette vidéo était montrée encore et encore, car elle avait un fort impact émotionnel. Que vous soyez juré ou une personne ordinaire, la violence y devient extrêmement réelle, avait-il souligné. Selon Honig, l'accusation poursuivait deux objectifs en diffusant cette séquence pendant que Ventura était à la barre. D'abord, cela soutient la crédibilité de Cassie Ventura, car ce qu'elle décrit, le jury n'a pas besoin de le croire sur parole. Il peut le voir lui-même. Ensuite, elle agit comme narratrice de la vidéo. Elle en dit beaucoup, mais pas tout. Il avait conclu en disant « Si l'un des participants peut expliquer précisément au jury ce qui se passe, cela capte l'attention, et cela renforce à la fois le témoin et la vidéo. » Elle avait également évoqué l'usage de substances pendant ces événements. Elle avait expliqué que parmi les drogues qu'elle consommait, elle préférait la kétamine, car c'était celle qui produisait les effets les plus dissociatifs. En janvier 2016, Combs lui avait envoyé un message dans lequel il disait vouloir organiser un vrai FO, sans kétamine. Un FO réussi est un FO dont on se souvient, avait-il écrit. Ventura, elle, préférait la kétamine précisément parce qu'elle lui permettait de s'éloigner mentalement de ce qu'elle vivait durant ces moments. Le jury avait ensuite quitté la salle pour une courte pause de 10 minutes. Cassie Ventura avait raconté au jury comment ses projets personnels pour célébrer son 29e anniversaire avaient été écartés au profit des désirs de Sean Diddy Combs. Elle avait expliqué qu'elle souhaitait fêter cette journée spéciale avec ses amis, dans un club appelé le Blind Dragon, et y faire du karaoké. Mais Combs, de son côté, avait exprimé le souhait d'organiser un freak-off. Je lui ai dit que je voulais sortir et fêter ça avec mes amis, et que je ne voulais pas avoir à porter le fardeau de devoir faire ça à la fin de la soirée, avait-elle confié. Je voulais juste fêter mon anniversaire. Malgré tout, il s'était rendu au Blind Dragon pendant un moment, selon elle. Mais Combs l'avait tellement prise, à part tout au long de la soirée, qu'elle avait fini par abandonner. Et nous y sommes allés et avons fait un freak-off, avait-elle conclu. Dans une autre partie de son témoignage, Ventura avait raconté que Combs menaçait fréquemment de publier des vidéos de ses freak-offs lorsqu'il était en colère. Ces menaces, selon elle, intervenaient généralement lorsqu'il était énervé à propos de quelque chose ou qu'il voulait vraiment me faire peur. Elle se souvenait d'un épisode en particulier, où Combs était mécontent de sa relation avec un autre homme et avait menacé de publier 2 vidéos embarrassantes. J'avais peur qu'un jour, il soit assez fou pour les rendre publiques, avait-elle admis. Elle avait alors décrit les conséquences de cette peur constante. J'avais peur pour ma carrière, j'avais peur pour ma famille. C'est horrible, c'est répugnant. Personne ne devrait faire ça à qui que ce soit. La procureure Emily Johnson avait présenté au jury un message que Ventura avait envoyé à Combs en 2013, dans lequel elle lui demandait de supprimer toutes les vidéos de son téléphone. Elle exprimait ses inquiétudes concernant le nombre de personnes ayant potentiellement accès à ces appareils. Ventura avait précisé qu'elle faisait bien référence aux vidéos de freak-offs. Dans sa réponse, Combs lui avait assuré qu'il les avait déjà supprimées et que son iCloud n'était pas activé. Tout va bien, lui avait-il écrit. Cependant, Ventura avait affirmé que, malgré ses assurances, il y avait eu des moments où elle avait vu réapparaître des vidéos qu'on lui avait pourtant dit avoir été effacées. Pendant une courte pause du tribunal, plusieurs écrans de confidentialité avaient été ajoutés au moniteur de la salle d'audience, pour
limiter la visibilité du public sur certains contenus diffusés. Ce matin-là, certains des enfants de Sean Diddy Combs étaient présents au tribunal. Dans un moment d'émotion, Combs s'était adressé à sa mère depuis le banc des accusés en lui disant « Je t'aime ». Après une courte pause, le jury était retourné dans la salle d'audience pour poursuivre l'audition du témoignage de Cassie Ventura. Parmi les éléments présentés, les jurés avaient découvert une conversation par SMS entre Ventura et Sean Diddy Combs, datant de mars 2014, au sujet d'une vidéo sexuellement explicite. Ventura avait raconté qu'on lui avait parlé de cette vidéo lors d'un événement à Atlantic City. Immédiatement, mes pensées se sont tournées vers une vidéo de Freak-Off, s'était-elle souvenue. Combs, dans ses messages, lui avait conseillé de creuser davantage et d'interroger la personne qui avait évoqué la vidéo sur l'apparence de la pièce filmée. « Tu dois lui dire que c'est ta vie, que c'est sérieux », lui avait-il écrit. Le lendemain, Ventura avait rencontré l'homme en question et le DJ qui lui avait montré la vidéo dans un restaurant de New York. Elle était accompagnée d'agents de sécurité, envoyés, selon elle, sur ordre de Combs, afin d'intimider les deux hommes. Son manager de l'époque, James Cruz, était également présent. Ventura avait ensuite évoqué les conséquences physiques et psychologiques des freak-offs. Elle avait expliqué qu'après ces séances, elle et Combs se rétablissaient en recevant des perfusions intraveineuses, des massages, et souvent, en prenant des opiacés. Les opiacés me donnaient une sensation d'engourdissement. C'est pourquoi j'en avais autant besoin, avait-elle déclaré, ajoutant que Combs lui fournissait parfois lui-même les médicaments. Ces pratiques avaient entraîné divers problèmes de santé. Ventura avait témoigné souffrir fréquemment de troubles gastro-intestinaux dus aux médicaments, ainsi que d'infections urinaires récurrentes provoquées par les freak-offs. Elles étaient si fréquentes que les antibiotiques habituels ne faisaient plus effet, avait-elle affirmé. Dans une autre conversation par SMS, Ventura avait confié à Combs souffrir d'aphthèses liées aux rapports oraux et à la consommation de drogue. Ce dernier lui avait alors conseillé de consulter un médecin. Cassie Ventura avait également partagé ce qu'elle ressentait sur le plan émotionnel. « Je me sentais vide, vraiment dégoûtée », avait-elle déclaré en décrivant l'après des freak-offs. Elle avait ajouté que ses sentiments s'intensifiaient lorsqu'elle ne restait pas auprès de Combs après ses expériences. « Je me disais, bon, j'ai fait mon travail. Maintenant je vais vivre le reste de ma vie. » Et ça se répétait. Encore et encore. Elle avait aussi évoqué les sorties dans des clubs échangistes avec Combs. Selon elle, ces lieux la mettaient très mal à l'aise, notamment lorsqu'il lui demandait d'avoir des relations sexuelles avec des escortes présentes. « J'ai dit à Sean que je n'aimais pas ces clubs, que je ne m'y sentais pas bien, » avait-elle témoigné. Mais Combs insistait, disait-elle. En général, il me poussait, continuait à me pousser, ou essayait simplement de me convaincre que ce serait amusant, ou qu'on n'y resterait pas longtemps. Ventura avait précisé qu'elle buvait souvent, ou consommait des drogues avant d'y aller, pour mieux supporter ces moments. Cassie Ventura a témoigné qu'elle avait été blessée à plusieurs reprises lors de freak-offs, lorsque Sean Diddy Combs lui mettait les mains dessus. Elle a déclaré que cela arrivait trop souvent, et qu'il y avait des moments où Combs l'agressait avec une escorte toujours présente dans la chambre d'hôtel. Ventura témoigne aujourd'hui d'un moment en août 2013 où elle dormait dans son appartement après être sortie avec des amis. Elle a raconté s'être réveillée au milieu d'une agitation avec Sean Diddy Combs dans son appartement, qui criait qu'elle dormait et qu'elle n'avait pas préparé ses bagages pour un prochain voyage. 2 de ses amis ont sauté sur le dos de Combs, parce qu'il essayait de m'attaquer, a-t-elle ajouté. Finalement, nous sommes passés du salon à la chambre principale, et il continuait à sauter sur son dos, et quand il m'a jeté par terre, je me suis blessé au sourcil sur le coin de mon lit, a-t-elle témoigné, ajoutant qu'elle avait une entaille assez importante sur le côté de mon sourcil. L'un des gardes de sécurité de Combs a emmené Ventura chez un chirurgien plasticien ce jour-là pour suturer sa blessure, a témoigné Ventura. Elle a envoyé une image de sa blessure à Combs plus tard dans la journée, avec un message « Pour que tu puisses t'en souvenir ». Je ne voulais pas qu'il oublie ce qu'il avait fait, a-t-elle témoigné, ajoutant que « Au moins, je voulais juste qu'il le regrette ». Le jury a vu une photo de Ventura et du rappeur French Montana lors d'un festival peu après l'incident. Elle a témoigné avoir coiffé ses cheveux sur sa blessure pour qu'elle ne soit pas visible. Ventura pointant son sourcil à la barre des témoins,
a déclaré qu'elle avait une cicatrice permanente due à cette blessure de 2013. Je la cache avec du maquillage, a-t-elle ajouté. Cassie Ventura avait raconté avec une clarté empreinte de douleur comment Sean Diddy Combs exerçait un contrôle oppressant sur elle, usant de menaces pour la plier à ses désirs. Il lui arrivait souvent, avait-elle témoigné, de la menacer de publier des vidéos des freak-offs, ces moments de rapports intimes qu'elle vivait sous son emprise, si elle ne se comportait pas comme il l'exigeait. Cela a joué un rôle important dans notre relation, avait-elle confié, soulignant l'impact écrasant de ces intimidations. Elle avait également partagé un souvenir précis, où Combs lui avait montré des vidéos de ces freak-offs, qu'elle croyait pourtant supprimer. Cet incident s'était déroulé après une dispute sur le bateau d'Amy, lors du festival de Cannes. Combs, furieux, l'avait accusé d'avoir volé de la drogue avant de l'expulser du bateau sans chaussures, tôt le matin. Je suis allé à l'hôtel de son personnel et j'ai séjourné dans la chambre de quelqu'un, avait-elle expliqué. Lors d'un événement du festival, l'atmosphère était restée tendue. Combs lui lançait des regards noirs, et, sous une robe perlée, serrait ses cuisses si fort que la douleur était vive, avait-elle décrit. Sur le vol du retour, Cassie avait tenté de s'éloigner en changeant de siège, mais Combs avait échangé sa place pour s'asseoir à côté d'elle. Là, il lui avait montré ses vidéos qu'elle pensait effacer, menaçant de les diffuser pour le embarrasser. De retour à New York, ils étaient allés dîner, et Combs avait insisté pour un autre « freak-off ». J'étais prête à faire tout ce qui pouvait l'empêcher de se mettre en colère contre moi et de me menacer, avait-elle avoué. Je ne voulais simplement plus avoir peur. Et c'était la seule chose pour laquelle il me donnait le sentiment d'être doué. Le jury avait eu accès à des échanges de messages datant de 2013, où Combs et Ventura planifiaient un « freak-off » et discutèrent des escortes à inviter. Dans l'un de ces textos, Cassie écrivait « C'est juste une personne de plus qui connaît notre secret. » Elle avait expliqué à la barre que ce secret était pour elle une source de honte. Je ne voulais pas les faire, et je ne voulais tout simplement pas en faire partie, avait-elle insisté. Dans un autre message, daté du 7 janvier 2017, elle écrivait à Combs « Plus rien de bon ne sort des FO », ajoutant « Tu me traites comme si tu étais Ike Turner ». Interrogée sur cette comparaison, elle avait décrit Combs comme violent et contrôlant. Il était physiquement violent. Il me rabaissait beaucoup. Même si j'étais valorisée, j'étais souvent rabaissée, avait-elle témoigné, évoquant aussi la honte de son comportement en public. Alors que le tribunal faisait une pause déjeuner jusqu'à 13h15, les parties restèrent dans la salle pour discuter des messages que la défense souhaitait présenter. Après la pause, le jury devait visionner des images de certains « freak-offs » dont Cassie avait parlé, des écrans de confidentialité ayant été installés pour l'occasion. Cassie Ventura était revenue à la barre, son témoignage empreint d'une intensité palpable, pour relater les violences et les intimidations qu'elle avait subies de la part de Sean Diddy Combs. La procureure Emily Johnson avait annoncé qu'elle comptait achever l'interrogatoire direct de Ventura, peu après la pause déjeuner, avant la fin de la journée. Une fois cet interrogatoire terminé, l'équipe de défense aurait l'opportunité de procéder au contre-interrogatoire. Le juge Arun Subramanian avait précisé que l'audience reprendrait à 13h45, heure de l'Est, après que les avocats avaient consacré la pause à discuter des procédures judiciaires. Tenny Geragos, l'avocate de Combs, avait révélé que le témoignage de Ventura s'était déroulé différemment de ce que la défense avait anticipé, les obligeant à ajuster leur stratégie pour les pièces à conviction. Pendant que le jury déjeunait, le juge Subramanian s'était entretenu avec les avocats dans la salle d'audience. Il avait rappelé qu'il ne donnerait pas d'instructions directes aux témoins, mais avait demandé aux avocats des victimes de s'abstenir de tout coaching ou de transmettre des messages des procureurs pendant leur témoignage. L'avocat de la victime, Mia, avait insisté sur la nécessité de parler à sa cliente pendant les pauses, non pour influencer ses propos, mais pour la soutenir face à la détresse qu'elle vivait à la barre. Franchement, elle est à bout de nerfs, avait-il expliqué, ajoutant. Elle aurait emporté ces choses dans la tombe. Ce sont les pires choses qui lui soient jamais arrivées. La défense, quant à elle, avait exigé que les témoins victimes s'abstiennent de discuter de leurs témoignages avec leurs avocats ou les procureurs pendant leur passage à la barre. À la reprise, Ventura avait poursuivi son récit. Avant l'arrivée du jury, la procureure Johnson avait précisé que le gouvernement montrerait des images fixes à caractère explicite, sous scellé, et non des vidéos. Ces images, tirées de vidéos de freak-offs, ces moments de rapports intimes imposés, avaient été présentées à Ventura. Elle avait identifié une photo de son amie de longue date, Mia, qui travaillait pour Combs,
ainsi qu'une image d'une escorte habituellement impliquée dans les freak-offs, extraite d'une vidéo trouvée sur un de ses appareils remis aux enquêteurs. Une autre photo la montrait avec une escorte, en tenue de freak-off, également tirée d'une vidéo. Enfin, Ventura avait reconnu une image d'elle seule, assise sur un canapé lors d'un freak-off, portant des chaussures très hautes. Pour préserver la confidentialité, ces images explicites avaient été projetées sur des écrans visibles uniquement par Ventura, le jury et les avocats, à l'abri des regards du public et de la presse. Des classeurs contenant plus d'une demi-douzaine de ces images avaient été remis au juge et à la défense. Lorsque l'une des photos d'une escorte avait été mentionnée, Combs s'était penché vers son avocat pour mieux les observer. Ventura avait également témoigné que, tôt dans leur relation, le personnel de sécurité et le chauffeur de Combs avaient été témoins de ses maltraitances physiques. Des années plus tard, certains assistants, dont Mia, avaient vu ces abus, et certains avaient même démissionné après en avoir été témoins. Les jurés, confrontés aux images explicites, avaient réagi vivement. Une jurée avait poussé un profond soupir, la main sur la poitrine, tandis qu'un autre avait détourné les yeux rapidement, et un troisième avait pris des notes. Ventura avait ensuite décrit les violences physiques qu'elle avait subies. Elle avait reconnu avoir parfois initié des altercations avec Combs, mais n'avait jamais constaté de blessures sur lui. En revanche, elle devait se rétablir pendant des jours, souvent cachée dans une chambre d'hôtel, portant des marques comme des ecchymoses. Elle avait relaté un premier incident, survenu tôt dans leur relation, lors d'un dîner où elle avait vu Combs flirter avec une autre personne. Après un haussement d'épaule remarqué par une tierce personne, Combs, furieux, l'avait frappée au visage dans la voiture, la faisant tomber. « J'étais sous le choc », avait-elle confié, ajoutant qu'elle s'était cachée chez elle ensuite, incapable de comprendre la raison de cette colère. Un autre épisode s'était déroulé après une soirée dans un club de Los Angeles. Ivre, Ventura avait frappé Combs au visage après qu'il l'avait insultée. En retour, il l'avait battue, lui piétinant le visage alors qu'elle était au sol dans une escalade. En arrivant chez lui, elle avait tenté de fuir dans la rue, mais son équipe de sécurité l'avait rattrapée. En se regardant dans un miroir, elle ne s'était pas reconnue. Juste des nœuds et des saignements, tout était gonflé. J'avais une apparence horrible. L'analyste juridique Mercedes Colwyn avait qualifié le témoignage de Ventura de « sans faille » et « méticuleux », soulignant qu'il pourrait forcer la défense à revoir sa stratégie. L'essentiel de cette affaire est que Cassie Ventura était sous le contrôle, la contrainte et les menaces de violence de Combs, avait-elle déclaré, notant que Ventura, en décrivant les conséquences physiques des freak-offs, apparaissait comme une témoin crédible et assurée. Ventura avait poursuivi, évoquant une autre agression survenue après une fête chez Prince, à laquelle elle s'était rendue sans en informer Combs, craignant son refus. Lorsqu'il l'avait aperçue, furieux, elle avait tenté de fuir, mais il l'avait rattrapée dans sa chambre d'hôtel, où il l'avait battue, lui jetant des bagages et l'insultant, lui laissant des ecchymoses et des bosses. Un courriel envoyé à sa mère et à un employé de Combs en décembre 2011 avait révélé que Combs l'avait menacé de publier des vidéos explicites d'elle, y compris le jour de Noël, et de blesser à la fois elle et Scott Mescudi, alias Kid Cudi, avec qui elle sortait alors. Lors d'un « freak-off » en 2011, après avoir découvert sa relation avec Kid Cudi via des emails, Combs s'était jeté sur elle avec un tire-bouchon. Elle avait fui vers un autre hôtel, contactant Kid Cudi via un téléphone jetable. Plus tard, chez Combs, il l'avait à nouveau menacé de publier des vidéos des freak-off et de s'en prendre à eux deux. Le jury avait également vu des photos de Ventura en Jamaïque, en 2013 ou 2014, avec un œil au beurre noir partiellement dissimulé par des lunettes de soleil. Elle s'était souvenue s'être cachée sous un tracteur avec un ami pendant plusieurs heures pour échapper à Combs. Enfin, Ventura avait relaté une menace de Combs selon laquelle la voiture de Kid Cudi exploserait, une menace qui s'était concrétisée. Lors d'une réunion à la Soho House avec Combs et Kid Cudi, ce dernier avait interrogé Combs sur l'incident, mais Combs avait feint l'ignorance, mettant fin à la discussion. Après une courte pause demandée par Ventura, elle avait repris son témoignage, continuant de décrire, avec une précision poignante, les violences physiques et psychologiques qui avaient marqué sa relation avec Combs. Les réactions du jury face aux images explicites, analysées par Colwyn, soulignaient leur impact. Une image vaut 1000 mots, avait-elle conclu, renforçant la crédibilité du récit de Ventura. Cassie Ventura se souvenait du moment où l'un des agents de sécurité de Sean, Diddy Combs,
s'était mis à pleurer en découvrant les blessures qu'elle avait subies à la suite d'une altercation. Elle témoignait d'un épisode survenu en 2015, lorsque Combs l'avait violemment frappée dans un hôtel de Las Vegas, alors qu'il organisait une fête dans la chambre voisine. Il m'a donné des coups de poing et des coups de pied. J'essayais de m'enfuir et j'ai réussi à entrer dans la salle de bain, avait-elle raconté, précisant qu'elle avait tenté de se cacher sous les toilettes pour lui échapper. Des membres de l'équipe de sécurité et de la direction de Combs étaient finalement intervenus pour mettre fin à l'agression, expliquait Ventura. Elle avait alors des yeux au beurre noir et des nodules de la taille d'une balle de golf sur le front. L'un des gardes du corps de Combs, en la voyant, s'était effondré en larmes. Elle déclara être restée chez Combs pendant près d'une semaine pour se remettre de ses blessures. Son fils séjournait également dans la maison à ce moment-là, précisa-t-elle. Lors d'un appel FaceTime, Combs, en découvrant ses blessures, lui avait dit de se maquiller davantage pour que son fils ne voie rien. Ventura avait également déclaré avoir été témoin d'autres abus physiques perpétrés par Combs envers d'autres personnes, y compris des membres de son personnel. Elle raconta avoir vu Combs frapper quelqu'un à la tête. Lors d'un voyage à l'étranger, elle l'avait vu traîner son assistante, Mia, hors de son lit, jusqu'à la terrasse de la chambre, après qu'elle ait résisté lorsqu'il avait tenté de lui prendre son téléphone. Ventura avait aussi décrit une scène au cours de laquelle Combs avait saisi une amie à elle, la tenant au-dessus de la rambarde du balcon de son appartement à Los Angeles, tôt un matin. Je dormais dans ma chambre, et quand je suis sorti, Sean la tenait et la jetait sur les meubles de jardin, avait-elle raconté. Elle confirma qu'elle l'avait vue la ramener depuis la balustrade du balcon pour ensuite la projeter violemment sur le mobilier. La procureure Emily Johnson avait alors présenté une photo de cette amie, que Ventura affirmait toujours fréquenter. Elle raconta aussi comment son amitié avec sa meilleure amie de 17 ans avait pris fin en 2018 à la suite d'une altercation avec Combs. Il est entré, a vu que nous allions consommer de la drogue et il l'a frappé à la tête avec un cintre, avait-elle déclaré, en précisant qu'il s'agissait d'un cintre en bois. Ventura expliqua avoir cherché à obtenir de l'aide professionnelle à plusieurs reprises durant sa relation avec Combs pour faire face à sa consommation d'opiacés. Elle avait souvent pris des stupéfiants de Combs et avec lui, et avait même consommé des opiacés quotidiennement pendant une certaine période. Elle déclara se sentir malade lorsqu'elle n'en prenait pas. « J'étais fortement dépendante aux opiacés tout au long de notre relation », témoigna-t-elle. Elle consulta des professionnels de santé à 5 ou 6 reprises pour cela. Elle ajouta qu'elle avait consommé pour la dernière fois en 2022 et qu'elle n'utilisait plus de stupéfiants. « Je suis allée en cure de désintoxication et j'ai demandé l'aide d'un professionnel », avait-elle confié. Elle évoqua également le fait d'avoir coincé un couteau dans une poignée de porte, car elle recevait alors de nombreuses visites surprises de Combs, qui se montrait très en colère. La procureure Johnson montra au jury une photo de 2018 montrant le grand couteau dans la poignée de la porte. 2 en 1, ça verrouille et c'est une arme, expliqua Ventura. Scott Mescudi, alias Kid Cudi, fut également mentionné au cours du procès. Ventura déclara que Combs avait appris qu'elle voyait le rappeur lors d'un « freak-off » en 2011. Combs lui avait dit « Je vais faire du mal à Scott et à toi », se souvenait-elle. Il lui avait également dit que la voiture de Kid Cudi exploserait, ce qui, selon elle, s'était effectivement produit. Elle avait déjà évoqué ces faits dans une plainte civile. Elle affirmait que Combs, après avoir trouvé des échanges d'emails entre elle et Kid Cudi, était devenu furieux et lui avait dit qu'il allait faire exploser la voiture du rappeur. Peu après, la voiture avait effectivement explosé dans l'allée de Kid Cudi. Les représentants de Kid Cudi avaient confirmé ce récit au New York Times en 2023, déclarant « Tout cela est vrai ». CNN avait contacté à nouveau les représentants du rappeur pour commentaire. Dans l'acte d'accusation fédérale, Combs était poursuivi pour acte de violence, y compris incendie criminel, bien qu'il ne soit pas précisé si cet incident était celui en question. Ventura témoigna ensuite d'un épisode survenu en août 2018, alors qu'elle était sortie dîner avec Combs à Malibu, pensant qu'il s'agissait d'une conversation de clôture. Elle voyait déjà son mari actuel à l'époque. Combs s'était montré joueur et romantique pendant le dîner, puis il l'avait raccompagné chez elle. Après un long silence à la barre, Ventura déclara « Et puis il m'a violée dans mon salon. Je me souviens juste d'avoir pleuré et d'avoir dit non. Mais c'était très rapide », témoigna-t-elle, ajoutant qu'elle n'était pas sûre qu'il ait même remarqué ses pleurs. Elle confirma avoir eu des rapports intimes consentis avec Combs à une autre occasion après cet événement. Elle ajouta qu'ils avaient encore eu quelques contacts après la fin de leur relation en 2018.
Je prends juste de tes nouvelles, je t'envoie de l'amour, rien de fou, avait-elle expliqué. Cassie Ventura affirma que Combs avait continué à la menacer après la fin de leur relation. Dans des messages de 2019, il lui avait dit « Si j'étais toi, je me ferais rembourser ». Elle expliqua que Combs voulait être remboursé car son mari actuel, Alex Finn, était autrefois son entraîneur personnel, payé par lui. Il lui avait aussi envoyé « Tu ne me menaceras pas », ajoutant qu'elle avait « trop d'iPads remplis de squelettes ». Ventura répondit « Tu veux que je dise la vérité ? C'est bien plus profond que les iPads. » Elle conclut « Il y avait bien plus que des freak-offs. Il y avait des violences. Beaucoup de choses se sont passées au cours de notre relation. » En évoquant son traumatisme, Ventura fondit en larmes à la barre. Elle raconta qu'en février 2023, elle avait décidé de suivre une cure de désintoxication et une thérapie pour soigner ses traumatismes. Elle avait eu des flashbacks en tournant un clip avec un autre artiste, et des pensées suicidaires l'avaient envahie. À ce moment-là, je ne voulais plus vivre, confia-t-elle. Je ne supportais plus la douleur, alors j'ai essayé de sortir par la porte d'entrée pour me jeter dans la circulation, mais mon mari ne m'a pas laissé faire. Elle témoignait aussi du livre qu'elle avait écrit en 2023, expliquant qu'elle ne pensait pas que Combs comprenait la douleur qu'il lui avait infligée. Après toutes ces années à le supplier de s'excuser et de reconnaître ce qu'il m'avait fait, je ne pensais pas qu'il comprenait. Elle avait envoyé le manuscrit à Combs par l'intermédiaire d'un avocat, lui proposant d'en acheter les droits pour 30 millions de dollars. Je voulais être dédommagée pour le temps, la douleur, les nombreuses années passées à réparer ma vie, dit-elle. Lorsqu'on lui demanda comment elle avait fixé ce montant, elle répondit « Je n'ai pas vraiment fait de recherche. J'ai juste choisi un chiffre qui, selon moi, l'alerterait. » Elle contacta ensuite un employé de Combs pour savoir s'il avait lu son livre. On lui répondit que cela n'avait pas été pris au sérieux. Elle affirma n'avoir reçu aucune compensation pour les droits sur son ouvrage. En novembre 2023, elle déposa une plainte. Ventura témoigna avoir accepté un accord à l'amiable avec Combs et ses entreprises pour 20 millions de dollars, seulement 24 heures après le dépôt de la plainte. À ce moment-là, le jury fut dissous pour une courte pause. Le témoignage direct de Cassie Ventura était terminé. L'accusation et la défense étaient prêtes à passer au contre-interrogatoire. Le jury bénéficiait alors d'une pause de 10 minutes. Le juge Arun Subramanian a dissous le jury pour la journée, annonçant que le contre-interrogatoire de Cassie Ventura par la défense commencerait le lendemain matin à 9h30, heure de l'Est. Il a précisé que les avocats des deux parties devaient résoudre certains points concernant le déroulement du contre-interrogatoire avant son commencement. L'avocate de la défense, Ana Estevao, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que cette étape du procès se prolonge jusqu'au vendredi. Ce jour-là, pour la première fois, Cassie Ventura a confirmé publiquement le montant du règlement de son procès civil, intenté en novembre 2023 contre Sean Diddy Combs. Elle a témoigné qu'un accord à l'amiable avait été conclu pour la somme de 20 millions de dollars. Dans cette plainte, Ventura accusait Combs de l'avoir violée en 2018 et d'avoir exercé sur elle des violences physiques et autres durant toute la durée de leur relation. Combs avait nié ces allégations à l'époque et le règlement avait été annoncé dès le lendemain du dépôt de la plainte. À cette période, Combs avait déclaré à CNN « Nous avons décidé de régler cette affaire à l'amiable. Je souhaite à Cassie et à sa famille tout le meilleur. Bisous. » De son côté, Ventura avait également fait une déclaration « J'ai décidé de régler cette affaire à l'amiable, dans des conditions que je maîtrise. Je tiens à remercier ma famille, mes fans et mes avocats pour leur soutien indéfectible. » Les détails de l'accord n'avaient pas été immédiatement communiqués. L'avocat de Combs, Ben Brafman, avait précisé que cette décision n'était en aucun cas un aveu de faute. Il est important de noter que ce procès civil est distinct de l'actuel procès pénal pour trafic sexuel et complot de raquettes. Après que le jury a été renvoyé pour la journée, les procureurs et la défense ont abordé la question de certains SMS. Le désaccord portait sur la présentation éventuelle de messages évoquant des rapports intimes entre Ventura et d'autres personnes que Sean Combs, y compris une escorte. Les procureurs ont soutenu que cela violerait un accord préalable interdisant l'introduction de ce type de preuves. De leur côté, les avocats de la défense ont exprimé leur volonté de montrer au jury des échanges entre Combs et Ventura, faisant référence à des soupçons d'infidélité et à de la jalousie, avec un vocabulaire qualifié de plus vulgaire. L'avocat Marc Agnifilo a argumenté « C'est la façon dont les gens expriment leur douleur lorsqu'ils réalisent qu'il y a de la tricherie. » Le juge Subramanian a demandé aux parties de soumettre des lettres sur ce point le soir même, et a précisé que la question serait tranchée le lendemain matin à 8h30, avant l'arrivée du jury.
Le témoignage de Ventura devrait reprendre à 9h30. Selon Eli Honig, ancien procureur et analyste juridique principal pour CNN, Ventura a offert un témoignage crédible, soutenu par des vidéos, des messages et des courriels. Il a ajouté que c'était exactement ce que le gouvernement espérait obtenir de son témoin vedette. Sean Combs a plaidé non coupable des accusations, qui incluent le complot de racket, le trafic sexuel et le transport dans le but de se livrer à la prostitution. Joey Jackson, avocat pénaliste et analyste pour CNN, a souligné que même si le témoignage de Ventura démontrait que des actes répréhensibles avaient pu avoir lieu, les procureurs devaient prouver qu'il s'agissait de crimes relevant de la juridiction fédérale. Il a précisé « Et s'il s'agit de crimes fédéraux, c'est une chose. S'il s'agit de crimes d'État, c'en est une autre. » Durant l'audience, plusieurs éléments ont été présentés comme preuve au jury pendant le témoignage de Ventura. Parmi eux figurèrent de nombreuses photos montrant ses yeux au beurre noir, sa lèvre tuméfiée, une entaille sur le front et d'autres ecchymoses. Le jury a également visionné environ 7 images extraites de vidéos de freak-offs, où Ventura apparaissait en compagnie de plusieurs escortes. Ces images ont été présentées exclusivement au jury, et Ventura a identifié les personnes visibles sur ces clichés. Le contre-interrogatoire de Cassie Ventura est prévu pour le lendemain. Abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos.